Bonjour et bienvenue sur Diagonale TV pour ce championnat du monde 2014 Carlsen Anand, partie numéro 11. Carlsen donc mène toujours d'un point, il reste donc deux parties. Et ici Carlsen avec les blancs a la possibilité de finir le match puisqu'en cas de victoire, bien sûr Anand ne pourra pas revenir au score, il aurait 2 points de retard et une seule partie à jouer. Donc impératif pour Anand, 1, ne pas perdre, et 2, pourquoi pas tenter de gagner avec les noirs. La tension étant à son maximum, évidemment, les nerfs sont à vif, et ça va se jouer sans doute sur la résistance psychologique aussi. Là, on rentre dans un débat maintenant autant mental que technique. Donc on y va, c'est parti pour cette 11e partie. Carlsen avec les blancs ouvre le jeu avec toujours E4, hein, il n'a pas varié du match. Il a joué E4 tout le match sans problématique et pour l'instant avec un bon résultat, hein, puisque donc bien sûr il mène 2-1 à 2 parties de la fin. E5 pour Anand, donc Anand ne joue pas à la sicilienne. On aurait pu s'attendre, hein, pour cette partie qui quand même s'approche de la fin, que Anand tente une ouverture plus punchy de type sicilienne, mais pourquoi pas. On va voir ce qui va se passer. Cavalier F3. Cavalier C6, encore sans doute donc une défense de Berlin, très certainement. Après fou B5, cavalier F6, en effet. Anand ne varie pas, il reste fidèle à sa préparation et à son plan de match. La défense de Berlin. Après petit roc, cavalier prend E4, D4, ça a déjà été joué dans le match. Cavalier D6, on est toujours dans le match. Fou prend, pion prend, D prend E5. Cavalier F5, tout ça a déjà été vu, donc je vous renvoie aux parties de Carlsen avec les blancs, hein, on a déjà vu ce début, pas la peine de revenir dessus. Dame prend, roi prend, H3, hein, on a déjà commenté ce coup aussi. Et Anand maintenant joue fou D7. Alors fou D7, voilà, ça y est, c'est un coup nouveau, hein. Jusqu'ici Anand avait tenté les coups à base de H5, il avait... on l'a vu tenu des positions à base de H5 avec la tour, avec notamment cette fameuse nulle d'anthologie 122 coups, où il a défendu une finale avec un cavalier de moins. Et là, il joue une autre variante avec fou D7, qui, je crois bien, hein, était justement la variante utilisée par Kramnik dans son match face à Kasparov. Une autre idée, c'est-à-dire que là, on avait signalé dans cette partie, notamment avec H5, le roi revenait en E8, en cas de cavalier, ici, en G5, qui attaque F7, on défendait donc avec le roi. Et maintenant, si le cavalier vient en G5, sans doute, l'idée de fou D7, c'est de défendre avec le fou. Et cette fois, de amener directement le roi de l'autre côté. Vous savez, on avait déjà commenté que ce mur de Berlin, ici, là, justement, défense de Berlin, ce fameux mur de Berlin, il y a des pions doublés, mais c'est à la fois aussi une structure très forte en termes défensifs, en termes positionnels, puisqu'on va jouer B6, on va mettre le roi en B7, ensuite, sans doute, on joue C5, et on a une structure très très solide qui contrôle très bien la case D4 avec une chaîne de pions A7, B6, C5. Quasiment impossible à casser puisque même si le pion C5 disparaît, on peut le remplacer par le pion C7. Hein. Voilà, ces deux pions là contrôlent les cases centrales, enfin, notamment la case D4 à terme. Tout de suite, c'est la case C6 qui est contrôlée. Et voilà, donc c'est ça le plan, sans doute, hein, fou D7, on va le mettre le fou en E8 et le roi va aller directement à l'aile dame, alors que dans les autres variantes, c'était le roi qui venait défendre F7. Donc c'était un autre type de développement. Bon, cavalier C3 pour Carlsen, c'est logique. H6. Alors vous voyez aussi maintenant, on empêche carrément cavalier G5. Voilà, ça se pose même plus comme question. Si les blancs avaient joué cavalier G5, sans doute on aurait joué fou 8. Ou même on aurait pu jouer 8 quand même, hein, remarquez, hein, et puis jouer H6 après. Bon, pourquoi pas, mais H6, oui, c'est une autre idée, hein, donc c'est une autre façon de positionner les pions. Et là, B3. Alors là aussi, je crois bien que c'était un plan utilisé par Kasparov dans son match contre Kramnik, donc en l'an 2000. B3, fou B2, ce fou est bien placé dans le sens où il contrôle à distance le pion E5, avec les tours qui sont liés, un développement très harmonieux de côté blanc, qui le semble un peu moins du côté noir, c'est plus poussif, puisque le roi, pour l'instant, empêche les tours de se lier, mais la position est très solide, et puis notamment, les noirs ont aussi la paire de fous. Ce qui, pour l'instant, n'est pas crucial, mais qui pourrait le devenir plus tard, notamment dans une finale de pièces légères, les deux fous pourraient s'avérer extrêmement forts. Roi C8, donc ça c'est le plan qu'on avait dit, hein. On joue le roi en C8, bon, pour roquer à la main, comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'on va jouer B6, roi B7, et c'est comme si on avait fait un roc, les tours vont être liés ensuite, hein, voilà. Fou B2, normal. C5, voilà, on avait dit aussi que c'est dans l'idée du plan.
C5 notamment, mais contre la case D4. Donc j'empêche définitivement le cavalier des blancs de venir en D4. Et je libère aussi les cases blanches. Ça peut être intéressant pour ce fou. Hein, ce fou pourrait venir en C6. Voilà. Donc c'est. Alors le problème de C5, bien sûr, c'est que ça affaiblit. On ne peut pas tout avoir. Hein, la case, cette case-là. C'est-à-dire que cette case n'est plus défendue par un pion. Donc le cavalier, notamment C3, peut bondir en D5. Peut-être pas tout de suite. Carsen joue d'abord tour à D1, logique. Hein, vous voyez, comme les blancs finissent proprement leur développement, tout est sorti, le roc, tout est standard. Vraiment, les canons classiques du jeu d'échecs sont respectés là, par le champion. B6 du côté noir. Donc on prépare roi B7. D'accord. Hein, même, je vais le mettre en vert, pourquoi en rouge. Et alors pas tout de suite, puisqu'immédiatement le fou D7 est attaqué. Mais on prépare le coup, alors peut-être qu'il faut... On va d'abord jouer ce fou, alors soit en E6, soit en C6. Et le roi va venir en B7. Voilà. Tour FE1 pour Carsen, alors pourquoi pas. Tour FE1, si les noirs mettent leur fou en C6, peut-être que l'idée de ce coup pourrait être plus tard de jouer quand même E6. Comme on l'a dit, l'avantage de jouer E6 avec les noirs ici, on en a déjà parlé dans notre partie aussi, c'est que ce pion à la fois il est avancé, puis il peut être aussi une cible. Bon, alors, on peut s'en débarrasser contre le pion F7, et puis en même temps on libère, bien sûr, l'action du fou B2. Voilà, ce fou il attend que ça, que ce pion, bon, il le défend, ce pion est fort quand même, mais on peut aussi envisager dans certaines positions d'échanger ce pion, contre par exemple le pion F7, en libérant la puissance du fou B2. Voilà, qui peut être utile. Faut pas oublier qu'en finale, stricto sensu, on a quand même 3 pions contre 2 ici, hein, ou 4 pions contre 3 tout de suite, ou 3 pions contre 2 si on échange le pion E, avec ici par contre des pions noirs qui sont pas plus forts que les 3 ici. C'est-à-dire que les 4 pions noirs là valent 3 pions blancs en termes strictement positionnels, puisqu'ils sont doublés ces pions. Voilà, donc il n'y a pas de possibilité pour les noirs, avec 4 contre 3, de se créer mécaniquement un pion passé. Ces pions ne peuvent pas créer un pion passé. Alors que ici on peut créer un pion passé simplement en poussant les pions. Hein, c'est ça qu'il faut garder en tête en cas de finale. Hein. Fou E6. Voilà. Donc les noirs, en mettant le fou E6, bloquent toute possibilité pour les blancs de jouer E6. Voilà. Ils ont choisi finalement de positionner leur fou en E6 pour ça. Ce pion est bloqué. Voilà. Je pense que c'est important dans la stratégie noire. Cavalier D5, c'est ce qu'on avait dit. Hein. On joue en C5. Bon, certes, on contrôle D4, mais on affaiblit la case D5. Donc le cavalier blanc peut y aller, notamment regardez comme ce cavalier maintenant central, en plus, libère ce fou, hein, puisque le cavalier était devant. Maintenant, ce fou est un peu plus actif, puisqu'il protège directement le pion E5. G5 de la part des noirs. G5. Voilà. Alors, G5, intéressant, sans doute, c'est de protéger la case F4. C'est pas, bon, G5 en soi, c'est pas un coup, ça menace rien de spécial. Mais ça contrôle la case, notamment, ça empêche cavalier F4. Voilà. Les blancs seraient sans doute très contents d'échanger le fou E6 en doublant, enfin, en isolant le pion F ici. Le pion F viendra en E6 et ça doit pas être terrible, ça doit pas être très bonne nouvelle pour les noirs, ça. Parce que ce pion là, il reste encore un cavalier ici en F3 qui pourrait venir l'attaquer plus tard. Pas tout de suite, mais plus tard, avec des manœuvres, peut-être qu'on pourrait arriver où les tours pourront pénétrer sur la colonne D. Et ce pion pourrait s'avérer une faiblesse à terme, hein, même s'il est devant le pion blanc, mais il est isolé, donc voilà, ça peut être une cible. Donc G5, on empêche, on contrôle la case F4. C4. Logique, hein. Maintenant, vous voyez comme ce pion est bien placé, puisqu'en cas de prise en D5, évidemment, je ramène un pion vers le centre, avec une très beau duo de pions centraux, très puissant, très fort, hein, c'est hors de question pour les noirs. A noter que les noirs, à tout moment, pourraient chasser ce cavalier par C6, pas maintenant, sans doute, mais plus tard. Le problème de jouer C6, c'est que ça affaiblit la case notamment D6, hein, ça affaiblit la 7ème aussi, puisque le roi noir pourrait plus tard se faire prendre un échec sur la 7ème. Si ce pion bouge. Donc attention, hein, les coups qui paraissent naturels sont aussi des affaiblissements. Roi B7. Roi H2, amélioration de la position du roi blanc. Vous voyez, hein, quand tout est au optimum, il faut améliorer la position de toutes ces pièces. A5 de la part des noirs. Alors là aussi c'est classique dans cette, regardez, dans ces structures de Berlin, qui a l'air de rien, mais regardez la tour A8, elle est peut-être déjà bien placée, parce que les noirs seraient très contents de jouer A4. Prise, et la tour A8 tout de suite est active sur la colonna. Elle pénètre en A2 et vous savez que les tours attendent que ça, hein, de pouvoir utiliser des colonnes ouvertes pour aller dans le camp ennemi. Donc les blancs doivent absolument empêcher ça, s'ils veulent garder leur emprise positionnelle. A4, voilà, on bloque. Alors le problème de A4, c'est que ça affaiblit notamment B3. Bon, tout de suite on voit pas du tout comment les noirs pourraient l'attaquer B3.
Mais il faut l'avoir en tête, hein, tout coup de pion peut affaiblir d'autres pions ou des cases. Hein. Et là, tranquille, Anand joue un coup solide, intéressant. Cavalier E7. Voilà, cavalier E7. Pourquoi pas. Hein. Donc le cavalier ici peut envisager pourquoi pas de venir en C6, puis en B4. Pourquoi pas. Envisager. Pourquoi pas mettre pression sur D5, on pourrait envisager tour D8 et puis que fait le cavalier, hein, parce que là il commence à être attaqué 1, 2, 3 fois, bon ben là dans ce cas là il faut qu'il bouge. Et peut-être on peut échanger une paire de tours, et peut-être que les noirs sont contents avec ça. Voilà, donc un coup intéressant. On peut aussi viser avec le cavalier ici E7, la case, ici F5, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'il ferait en F5? Parce que sur G4, je ne suis pas sûr qu'il ait de super cases, ce cavalier. En tout cas, Carsen joue quand même le coup G4. Voilà. Donc, en jouant G4, en tout cas, il empêche F5 des noirs. Il empêche cavalier F5. Il empêche beaucoup de choses. Bon, F5 apparaît pas du tout jouable, hein, puisqu'il y aurait pion prend. Et là, il revient en G6, Anand. Et il revient en G6, puisque maintenant que les blancs ont joué G4, la case F4 est définitivement affaiblie. Elle est contrôlée par le pion G5, par le cavalier G6. Donc cette case est sous pression, ce qui limite les possibilités du pion F de jouer F4 lui-même, ce qui permettrait au blanc d'ouvrir la position. Là, ça devient difficile parce que on met deux pièces contre F4. Voilà, bon, une petite manœuvre positionnelle ici de part et d'autre. Roi G3, amélioration de la position du roi. J'ai un œil sur la case F4 aussi. Maintenant sur le cavalier F4, je prends. Et je gagne un pion. Là, fou E7. Donc Anand là n'a pas peur d'un échange ici. Il veut bien échanger le fou contre le cavalier. La position est fermée. Hein. On voit bien qu'il y a encore beaucoup de pions. Les fous ont du mal à s'exprimer. Donc les cavaliers dans ce type de position sont souvent considérés comme étant même plus forts que les fous. Hein, puisque eux, ils ont la possibilité de sauter comme ça d'une case en sautant par-dessus. Alors que les fous, eux, ils ont besoin de diagonales ouvertes. Il n'y a pas de diagonale vraiment ouverte ici. Hein. Donc échanger un fou contre un cavalier, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, hein, c'est même plutôt une bonne nouvelle ici. Vous voyez, il faut juger la force des pièces fou et cavalier en fonction de la position, hein, c'est en fonction de l'ouverture ou pas des lignes. Alors cavalier D2 de Carsen, très intéressant. Il a fini là aussi d'optimiser la position de ses pièces, il cherche à améliorer encore, et là en jouant D2, il vise quoi? E4 et F6, hein, un beau cavalier en F6, dans le camp noir, bloque le pion F7, il ne pourra plus jamais bouger. Et contrôle des cases très intéressantes dans le camp noir. Et surprotège le cavalier D5. En cas de prise, on peut envisager de reprendre du cavalier. Intéressant. Tour HD8, c'est l'heure. En jouant fou E7, aussi à noter que j'avais lié les tours. Donc tour HD8, maintenant si je reviens plus tard en F8, les tours maintenant sont en jeu. Hein, on a abandonné l'idée avec les noirs d'ouvrir le jeu sur la colonne H. Quoique bon, pourquoi pas, hein, c'était envisageable aussi. Pourquoi pas jouer H5, H prend, et puis essayer de s'activer sur la colonne H. Mais non, il vise le centre. Non, bon, c'est un choix. Hein. Cavalier E4. Donc là, Carsen continue son plan. Il vise F6. Très bien. Fou F8. Tranquille, Anand. Revient F8. Maintenant que la tour est passée, vous voyez que en fait le coup fou E7 était surtout pour permettre à la tour H finalement de venir vers le centre. C'était l'idée d'Anand, tout simplement. Cavalier E, F6. Voilà. Alors là, Carsen, vous voyez son cavalier qui était en F3, maintenant il est en F6. On comprend bien qu'il est quand même beaucoup mieux placé en F6. Hein, quand F3 il faisait pas grand chose, hein, bon il était pas mal placé, mais là il est quand même beaucoup mieux, hein, puisqu'il est dans le camp noir, hein, donc il contrôle tout un tas de cases intéressantes, notamment, hein, voilà, comme il rayonne, hein, mais les noirs ont leurs pièces bien placées, sans trop de soucis. Là c'est un an de jouer, et alors regardez-moi ça, énorme, boum, B5, incroyable, extraordinaire coup d'Anand, est tout à fait correct. C'est incroyable, c'est le genre de coup qui est extrêmement difficile à voir, qu'il n'y a que les grands maîtres qui arrivent à voir ce genre de coup, c'est quand même extra. C'est le pion qui vient carrément sur une case où il est en prise deux fois, donc le coup qu'on n'envisage jamais, et en fait qui est tout à fait intéressant. Regardez maintenant, si ce coup, et bien sûr, alors l'intérêt du coup c'est que, aussi ça menace, attention, ça menace de prendre en A4 ou en C4, et on va voir ce qui va se passer dans la partie. Mais il fallait envisager la prise soit du pion A, soit du pion C. Alors qu'est-ce qui se passe sur la prise du pion A? A prend B5. D'accord? Alors regardez, simplement on peut envisager des coups comme ici A4, qui explose ici le pion B3. Et dans ce cas-là, en cas de prise, la tour A8 s'active.
On peut aussi tenter d'éliminer d'abord le cavalier D5, parce que si on élimine ce cavalier, le fou aussi tape sur C4, B3, et en cas d'A4, prise, on peut même prendre le pion C4. Vous voyez? C'est ça l'idée aussi d'attaquer le F5. Voilà. Donc on peut envisager maintenant un coup comme cavalier en F4. Voilà. Essayons de le voir ce coup par exemple. D'abord, à tout moment on peut jouer à 4 avec les noirs, de toute façon on n'est pas pressé. On peut jouer cavalier F4 avec l'idée pression maximale sur D5. Imaginons que les blancs prennent en F4. Dans ce cas-là, on reprend sans doute avec échec. Hein? Roi, par exemple, prend F4. D'accord? Et là maintenant, A4. Voilà, tout simplement. Et là, regardez, le problème, c'est que ce fou, maintenant, est beaucoup plus actif que s'il y avait le cavalier D5. On a sacrifié encore un pion, ça fait 2, mais il y a tout qui saute ici, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ah, tout est en prise. Si on protège d'une tour, ben, on prend... Au même, on peut pousser à 3. Ça peut être très dangereux. Non, quoi qu'on on jouerait x1. Mais imaginons... Ah ben non, en plus, il y a une tour, regardez, il y a une tour en prise. Alors, il faudrait d'abord échanger une paire de tours. Tour prend. Voilà, maintenant, tour prend. D'accord. Et si maintenant un coup comme qu'est-ce qu'on fait? Un coup comme cavalier D5 est possible, simplement, ben, on prend un B3, voilà, tranquillement. Et sur tour E3 pour essayer d'aller prendre le pion, ben, simplement maintenant, regardez, on prend D5, puis on prend, voilà. Et regardez, on peut même envisager des coups comme C4, protège B3, et D5 va tomber. Avec une très belle position, on prend D5, on attaque tout. Donc c'est quand même une excellente nouvelle. Voilà, ce genre de variante. Hein. Alors évidemment, on peut pas toutes les voir. Hein. On va regarder l'autre coup possible. Prendre du pion C. D'accord. C prend B5. Alors là, dans ce cas-là, les noirs auraient certainement joué un coup comme par exemple C6. Tout simplement. C6. Et en cas de B prend C6, qui semble presque forcé, parce que si on joue cavalier C3, protège B5, ben regardez, c'est le fou attaque B3. Vous voyez, c'est ça l'idée, hein, c'est qu'on affaiblit toute cette structure de pion, en fait. Hein, c'est ça le truc. Si je prends C6, maintenant, roi prend C6, et attention, là maintenant, c'est en prise. Prise, tour prend, roi prend, j'ai gagné une pièce. Donc il faut bouger là. Et on va où? Si on va en E3, ben, on peut, hein, bien sûr. Et maintenant, regardez, c'est le pion B3 qui est en prise. Et après, si B3 tombe, A4 tombe aussi. Vous voyez que quand la structure est affaiblie, tout tombe derrière. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ces pions sont sur blanc et ce fou devient magnifique. Hein. Voilà. Donc c'est une mauvaise nouvelle. Hein. Vous voyez? Donc c'est incroyable ce coup d'Anand. B5. La prise est quasiment impossible de tous les côtés. Donc Carsen ne craque pas. Il prend pas. Hein, il voit bien tout ça. Il s'attendait sans doute pas à ce coup. Mais il joue fou C3. Alors fou C3, l'intérêt c'est que sans doute on a un œil sur ici le pion A5. Ça fait que la tour A8 ne peut pas vraiment faire ce qu'elle veut. Voilà, donc tranquillement. Et là on peut aussi, attention, on a aussi, on peut envisager de prendre peut-être maintenant. On peut menacer de prendre. Il peut y avoir aussi des menaces d'ouverture de la colonne B pour les blancs. Parce que j'ai enlevé le fou en fait qui était sur la colonne. Et c'est des choses possibles aussi. Donc fou C3, c'est pas mal, bien sûr. Alors on va pas jouer B4 avec les noirs. Parce que si on joue B4, le pion C5 va être définitivement faible. C'est-à-dire maintenant il est défendu plus que par le fou, non plus par, et plus par le pion de C6. Donc ce fou par exemple vient en D2 et en E3. C'est une autre idée de Carsen sans doute. On peut aussi venir en D2, E3. A noter qu'en D2, il aura aussi un œil sur la case F4, dont on a vu qu'elle pouvait être dangereuse à cause du cavalier G6. Et en E3, il contrôle à la fois F4 et C5. Et en revenant avec le cavalier C6, F6 ici en E4, je mets la pression sur C5. Donc C5 est faible. Donc c'est pas l'idée maintenant pour les noirs de refermer la position. S'ils ont joué B5, c'est pour l'ouvrir. Notamment pour faire jouer peut-être leur potentiel de fou. Voilà. Donc ici, bien sûr, Anand ne craque pas. Il prend tranquillement ici B prend A4. Voilà. B prend A4. Ouverture de la colonne B. Et après B prend A4 qui est forcé. Vous voyez que maintenant, ben, ces pions sont faibles. Ils sont sous l'emprise potentielle du fou 6. Même si pour l'instant ce fou ne l'attaque pas directement. Mais on ne peut plus vraiment faire ce qu'on veut. Voilà. Si on bouge le cavalier D5, il faut faire gaffe à C4.
Voire plus tard, il faudra faire gaffe à A4. Ce fou pourrait venir aller gober A4. Voyez. Et là, regardez, très joli d'Anand. Roi C6. Magnifique. Pourquoi? Ben, la colonne B. Notamment. A noter aussi que ce roi, bon, ben, on évite un échec blanc sur B. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Maintenant, il n'y a plus d'échec. On peut envisager d'envahir la colonne B. Et on peut aussi simplement faire pression, enfin rajouter du contrôle, en tout cas, sur la case D5. Donc maintenant, si ce cavalier F6 bouge, ben, D5 est perdu. Vous voyez? Donc là, voilà, ça immobilise aussi les blancs. Hein, le fait de bien placer ses pièces, de contrôler des cases importantes, c'est mieux. A noter que ce roi est plus actif que celui-là. Vous voyez que dès que les dames sont plus là et que la position est un peu comme ça fermée, que les rois jouent un rôle aussi, non plus uniquement défensif, mais offensif. Roi F3 de Carsen, même idée. Hein. Pour Carsen, il voit bien que la position du roi noir est meilleure que la sienne, donc il joue roi F3. Vous voyez que quand on améliore les pièces, on n'a pas peur. On joue roi F3 pour venir en E4. Voilà, on vient surprotéger, nous aussi. Parce que si on surprotège, on a moins peur de bouger les cavaliers après. Voilà. Alors là, Anand aurait pu tenter ici une variante qu'on est obligé d'aller regarder un peu quand même, à base de, par exemple, fou E7. Ou fou G7 de façon équivalente. Pourquoi faire? Ben pour affaiblir ce centre. On veut que ça saute, parce que si ça saute, C4 saute. Et si ça saute et que C4 saute, j'ai des pions passés. Même s'ils sont doublés, ils sont passés. Donc c'est plus la même. Et puis notamment si C4 saute, peut-être A4 va sauter après. Parce que si le fou arrive à s'activer, il a envie d'aller en B3, il a envie de menacer A4, et là on a un pion à A qui peut être protégé par une tour, etc. etc. C'est du moyen terme, mais c'est ça le plan aussi des noirs. Donc en jouant fou E7 ou de la même façon fou G7, on n'a pas peur de cavalier prendre, parce qu'on prend du cavalier, et regardez qu'en prenant du cavalier en E7, on a deux pièces qui contrôlent D5, on ne peut pas revenir en D5 sous peine de prise, et on attaque C4. Voilà. Ça aurait été intéressant pour Anand ici. On va voir qu'il n'a pas joué ça malheureusement. Alors là, les blancs, que faire? Parce que là, attention, la menace c'est fou prend. Et D5 est en prise. Donc il faudrait reprendre du cavalier, mais dans ce cas-là, C4 saute. Vous voyez que c'est pas la même. Donc là, est-ce qu'on a vraiment le choix? Je suis pas sûr. On peut envisager un coup comme cavalier E3. Hein, simplement, on enlève le cavalier et ce cavalier protège C4. Mais vous voyez déjà que c'est passif, entre guillemets. Et puis on ne contrôle plus la case F4. Eh oui. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que c'est pas la même. Hein. Donc là, est-ce qu'on peut envisager avec les noirs aussi? On peut envisager soit cavalier F4, même si ça menace rien. On peut menacer... Pourquoi pas prendre le cavalier F6 maintenant, finalement, aussi? Puisque l'idée de prendre ce cavalier, c'est d'affaiblir définitivement les cases centrales. La case D5, c'est fini. On ne pourra plus y revenir après. Hein? Donc on peut envisager ça, parce que finalement, est-ce que ce fou, il est très bien placé? Pion prend, d'accord? Et maintenant, les noirs prennent en D1, par exemple. Pourquoi? Ben, pour éviter que les blancs prennent en D8, prise, et peut-être le pion A5 saute. Mais on pourrait envisager de prendre en D1. Ou alors, une autre idée, c'est simplement de jouer cavalier F4. Ça, c'est pas mal aussi. Parce que simplement, ben, ça attaque H3. Que font les blancs? Que font les blancs? Notamment, ce cavalier peut aussi venir menacer, de venir, pourquoi pas, en D3, attaque la tour E1. Bon, c'est peut-être pas une super menace, parce qu'après, on sait pas trop où. Mais le cavalier pourrait venir en B4 après. Une belle case en B4. Très protégé par deux pions. Cavalier D3, cavalier... Vous voyez? Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de jeux, là. Donc, c'était intéressant, fou E7. Hein, malheureusement, on l'a pas vu. Bon, alors fou E7, c'était pas mal. Au lieu de quoi, Anand, bon, joue un autre plan, bon, qui est intéressant aussi. Tour DB8. On prend la colonne. Bon, ça paraît pas mal. Mais est-ce que cette tour, finalement, n'était pas déjà bien placée en D8? Est-ce que l'idée, c'était pas plutôt de viser le centre? Bon, alors voilà, moi, ça me plaît pas trop, ce coup, mais bon. Donc là, Carsen joue tranquillement, regardez, il panique pas, hein, le Carsen. Roi E4. Central. Ouais, il lui joue le centre. Vous voyez que la différence, c'est que là, les blancs, eux, continuent à jouer le centre. Et on le dit, aux échecs, le centre compte plus que tout. Donc, voilà. A noter que s'il y avait eu cavalier cette variante fou prend F6, cavalier prend cavalier F4, c'était possible aussi. Et les noirs pouvaient pas jouer roi E4. Le H3 tombait, menacer cavalier prend F2 avec échec. Bon, bref, c'était très difficile. Bon, là, c'est pas la même. Et là, Anand... aurait pu activer sa tour en B3, c'était intéressant ça aussi. Hein,
tour B3. C'était intéressant. C'est intéressant parce que ça met une petite pression sur C3, et puis par transparence sur H3 aussi. Voilà, au moins on pénètre dans le camp ennemi ici. Mine de rien, bon, ben il faut faire gaffe. Par exemple, D5 maintenant, bon, il faut que les deux cavaliers restent en liaison, parce que fou prend... Ah ben là, il y aurait échec de toute façon, dans tous les cas, il y aurait échec. Mais le fou, quand même, n'est plus protégé que par le cavalier. Il faut faire attention, ce fou n'est pas hyper solide. Là, les blancs auraient pu continuer par tour B3, avec l'idée, si tour A8, tour prend, et puis c'est le pion A5 qui tombe. Bon, mais est-ce que c'est très grave? Regardez, les noirs ici auraient pu envisager une variante à base de, par exemple, tour prend C3, carrément, sacrifice de qualité, puisqu'après cavalier prend. Maintenant, on prend le pion C4. Faut pas oublier qu'on a la paire de fous, ce qui, en cas de qualité en moins, est un critère d'égalisation. On a envie de venir maintenant ce cavalier G6 en F4. Il peut en plus se recycler plus tard en E6, surprotégeant C5, visant la case D4. Et en plus en F4, on menace H3, mais aussi on menace fou D3 échec, avec une fourchette roi-tour avec le fou là. Vous voyez? Donc un sacrifice de qualité possible aussi. Bon. Donc tour B3 avait l'air quand même actif. Alors au lieu de quoi, Anand ici joue un coup tendu, hein, mais bon, on est en fin de match, il faut qu'Anand égalise, il sent bien que là, sa position est pas mal. Hein. B5 c'était un coup quand même fort, hein, clairement, inattendu, etc. Hein. Donc là il joue un coup quand même intéressant. Tour B4, pas mal. Tour B4. Bah attaque C4, certes, attaque A4, ça force quasiment les blancs à prendre la tour. Bon, donc on donne une qualité, c'est quand même pas rien. Hein. Faut prendre B4. Voilà. Et là les noirs, bah il faut prendre. Alors bon, mais le coup naturel, ça paraît quand même de faire A prend B4. C'est pas ce qu'a joué Anand. Très honnêtement, il a pris l'autre pion, on va le voir après. Alors B4 c'est quand même très intéressant parce que, alors bien sûr on garde les pions doublés, mais c'est des pions qui doublés, mais le pion C5 vise la case D4, donc c'est quand même un pion qui est pas nul. Bon, et la tour A8 est active. J'attaque A4. Que font les blancs? Si les blancs ici avaient protégé A4, c'est tout à fait envisageable. Tour 1, d'accord. Ben, on joue en tour 1, j'affaiblis un tout petit peu ici, toujours classique. Hein. Je peux envisager fou G7 ou fou E7, hein, mais fou G7 on va dire. Fou E7 c'est bien aussi, mais fou G7. Hein, c'est envisageable. Toujours pareil, avec l'idée, ben, fou prend. Et puis si cavalier prend, ben, il y a le pion C4 qui tombe. Et puis alors là maintenant on a deux pions passés liés. Deux pions passés liés, c'est très 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 fort aux échecs. Deux pions passés parce qu'ils sont passés, il n'y a plus d'opposants en face de pions, ils peuvent pousser et menacer d'aller à dame, et ils se protègent l'un l'autre quand ils sont liés. Donc ils sont très difficiles à arrêter en général. Hein. Donc fou G7, ça apparaît assez fort là tout de suite. Hein. Bien sûr, alors sous fou prend, on pourrait prendre du pion. Mais si on prend du pion, cavalier F4 et D5, ça tient pas. Vous voyez? Fou prend, pion prend, c'est la même idée qu'on a dit tout à l'heure. Cavalier F4, menace D5, il faudrait peut-être sans doute prendre, on peut regarder la variante. C'est après tour fou G7, il faudrait que les blancs jouent un coup. Alors, je sais pas moi, imaginons qu'ils jouent un coup comme... allez tiens, tour D1 qui surprotège D5, qui n'a pas l'air idiot. Hein, tour D1, je surprotège. D'accord? Là, regardez, simplement, boum. Ouh, c'est fort ça. Roi prend, forcé. Regardez, le problème c'est que ce cavalier est cloué. D'accord? Donc il faut que le roi, là, il a pas trop de choix en fait. Hein. Et puis regardez, il y a une autre menace aussi, envisageable. Tour 8. C'est quand même très fort. Hein. C'est fort cette variante ici. Là, regardez, hop, tour 8. Le cavalier donc il est cloué, il peut pas bouger. Et là on menace une fourchette imparable. Fou prend G4 ou fou prend D5. Le roi ne peut pas s'échapper de l'échec. Il faut enlever le roi. Ici, on va jouer par exemple fou E4. Et là, regardez, pouf, échec. On récupère la pièce. Et après un coup comme roi D3, qui a l'air un peu plus ou moins forcé. On peut même simplement prendre le cavalier F6. Et après la reprise de la pièce, on prend. Alors là, on a une très très belle position. À noter que le fou F6 attaque aussi maintenant la tour. Il faut que les blancs défendent cette tour, ce qui n'est pas simple. On a deux pions passés liés. On a juste une qualité en moins. On peut dire que les noirs ont l'avantage ici. Les noirs ont nettement l'avantage. Prochain coup des noirs, menace c'est C4. Il faut donc jouer ici tour AC1 pour empêcher C4. Et là simplement un coup comme tour A8. Hop, le pion A4 est perdu. Et les noirs ont une position magnifique. Ça va être très très dur pour les blancs. Notez que ces pions non seulement sont passés liés, mais fou D4 va arriver. Le pion protège le fou, c'est foutu.
C'est foutu. Une qualité en moins, mais en fait, les pions... 3 pions passés liés, là. Ils sont 3 pions passés et... Enfin, il y en a 2 liés et un doublé, mais là, ils sont très forts, là, ces pions. Et quand ils vont avancer, c'est impossible d'arrêter, ça. Avec un fou qui protège, une tour qui arrive derrière, c'est mort. Vous voyez, hein, donc ça va très vite. Hein. Donc après, fou prend B4, ici, Anand, malheureusement, ne prend pas du pion A, qui nous aurait donné une... Mais il fait C prend. Alors ça, C prend, c'est pas terrible. On va voir que là, Carsen va profiter de ça maintenant, parce que C prend... Alors, l'intérêt de C prend, le tout petit intérêt, c'est que le fou F8, maintenant, peut venir sur C5. On peut développer le fou en C5. Mais on n'a pas activé la tour A8. Alors, c'est très étonnant qu'Anand ait pris du pion C. En plus, ça éloigne un pion du centre. Alors peut-être que Anand s'est dit, oui, mais je dédouble mes pions. Ouais, je dédouble mes pions. Mais enfin, quand on joue la Berlin, c'est pour les garder doublés, ces pions qui font office de mur. Et puis on a vu que c'était un pion ici qui était en C, qui contrôlait une case centrale. Donc en prenant le pion, j'ai activé la tour, je gardais un œil sur les cases centrales et je gardais toutes mes possibilités. C'est très curieux qu'Anand ait craqué ici, là, sur ces prendre B4, là. Bon, c'est vrai que la partie est difficile à calculer. Hein. Il restait pas beaucoup de temps non plus au joueur à la pendule à ce moment-là. Il devait leur rester quelque chose comme à peine 20 minutes, 20-30 minutes. Hein. Donc on approche de la fin. Il reste 10 coups à jouer. Donc ça veut dire 3 minutes par coup. Hein. C'est très difficile à calculer, bien sûr. Mais c'est plus positionnel là que tactique. Vous voyez, c'est les grandes idées positionnelles ici. Parce que tactiquement, bon, on voit bien que c'est solide. C'est difficile d'envisager vraiment des sacrifices forts là, mais vous voyez que bon, on a quand même un sacrifice noir là, B5, etc. Mais c'est des sacrifices de type positionnel. Donc là, Carsen joue très bien, il joue un joli coup, cavalier H5. Alors cavalier H5, c'est pas mal parce que ça surprotège F4. Là, l'idée des blancs, c'est de se dire, bon, j'ai compris, hein, les noirs ont sacrifié, bon, ils ont un petit pion passé là, mais qui peut pas vraiment être soutenu, vous voyez, le problème, c'est qu'on contrôle très bien la case B1, c'est pas la même que tout à l'heure. La tour A8 n'est pas active, donc voilà, c'est difficile. Donc en fait, il veut ouvrir le jeu, en fait. Donc cavalier H5, c'est pour protéger F4. F4, il veut jouer. Il veut ouvrir le jeu, parce que là, il a la qualité en plus, il veut que ses tours s'expriment au maximum. Il veut ouvrir des colonnes. Roi B7 pour Anand. Bah oui, c'est difficile, là, que faire? Pas beaucoup de coups, c'est le problème, c'est pas la même que tout à l'heure, c'est moins actif. On voit bien que Roi B7, c'est moins bon que ce qu'on a vu, parce qu'on éloigne le roi du centre. Vous voyez, rien que ce simple... On voit bien que là, on a enlevé un pion du centre, maintenant on laisse le centre totalement aux mains des blancs. Et on sait que pourtant, le centre, c'est important. F4. Attention, F4, menace F5 gagne une pièce, il faut prendre, il n'y a pas le choix. Et on reprend du cavalier. Vous voyez, ce cavalier est venu sur la bande, ici, sur la colonne H, mais c'est pour très vite revenir au centre. Hein. Cavalier F4, on attaque 6. Donc il faut prendre. Hein. Cavalier prend, et j'attaque toujours au 6. Mais je donne le pion C4. Et Carsen a tout calculé, regardez. Fou prend, bon maintenant on se dit c'est pas mal, maintenant je les ai mes pions passés liés. C'est vrai, j'ai mes pions passés liés. Mais on n'est pas prêt d'avoir joué C5, C4, on a un fou en plus qui gêne en C4, et surtout arrive tour D7. Et ça à mon avis, c'est là qu'Anand a... Vous voyez, on a lâché le centre. On a lâché le centre, on a lâché la colonne D. Et si le roi était toujours en C6, on ne peut pas jouer ce genre de coup. Et là maintenant, regardez, ben, pression, hein. Pression sur la 7ème. Bon, tout de suite, la menace n'est pas directe. Hein. Je peux envisager roi C6, bien sûr. Hein. Imaginons que les noirs jouent le coup roi C6. Peut-être tout simplement l'idée des blancs ici, c'était de jouer un coup comme simplement tour D4, très certainement. Attaque le fou C4, et simplement au prochain coup, je vais jouer la tour en C1 avec échec, et le roi est obligé de repartir, et je vais revenir en D7. Je peux pas venir en E6 pour protéger D7, puisqu'il y a cavalier prend. Vous voyez, c'est terrible en quoi un seul coup peut tout changer. Hein. Mauvaise prise d'Anand ici, et ça y est, tout est à l'envers. Une autre idée, simplement, c'est surprotéger C7, de jouer tour C8, et de se dire, bon, ben, ça va être lent, mais pourquoi pas. Fou B3, fou prend, attaque la tour, mais il y a F7 qui tombe. Il y a F7 qui tombe, et puis si mon fou est en A4, je peux aussi envisager des coups comme cavalier D5 sur attaque C7, ou cavalier E6 si j'ai pris F7 plus tard. Donc c'est dur. Donc la tour D7, c'est très curieux. Anand a choisi le coup tour A6. Alors c'est une façon d'activer la tour. Je vais la mettre en C6, je protège, et certes F7, C7, pardon. Et j'ai la tour
en position pour aller dans le camp blanc. Après, avec une idée comme fou B3 qui va prendre à 4, ma tour s'active. Ça peut être une bonne idée, mais il semblerait qu'Anand a mal calculé son affaire, puisqu'il y a le très joli cavalier D5 qu'il a dû rater. Voilà, il a dû rater ce coup, je pense, dans sa variante. Cavalier D5 est très fort, parce que ça attaque. Regardez, c'est 7. On n'a pas trop le choix, à moins de donner le fou. Mais si on donne le fou, on va voir. Bon, on va le voir d'ailleurs. Et puis maintenant, regardez, surtout, ce cavalier intercepte la puissance du fou C4. Donc, F7, oui, c'est ça, F7 est en prise. Et si F7 tombe, E6 devient lui-même fort. Si les blancs ont une qualité et que le pion passé noir est contrebalancé par un pion placé blanc, on peut comprendre intuitivement que c'est pas une bonne nouvelle, hein, même sans calculer les variantes. Donc là, si les noirs avaient pris le cavalier D5, d'accord, simplement on prend du roi. On prend du roi. J'ai toujours F7 qui est pris. Regardez, toujours pareil, on a lâché le centre. Vous voyez comme le centre est fort aux échecs, toujours. F7 est en prise. Je peux en plus menacer tour C1 maintenant. Et puis C7 va tomber. Hein. Je suis quasiment forcé ici de jouer un coup comme tour C6. Imaginons que les noirs jouent tour C6. D'accord, bah, simplement je prends F7. Et les noirs peuvent rien faire. Parce que si je joue B3... Regardez, B3 ici, pourquoi pas. Bah, le fou saute. Tout simplement, et on n'aura pas le temps d'aller à dame. Il suffira que je ramène la tour en F1, tout est contrôlé, et puis c'est le pion 6 qui va gagner. Et voilà, et c'est foutu quoi. C'est foutu. Donc, cavalier D5, très fort. Tour C6 quand même, malgré tout, hein, ça joue encore, il y a encore des possibilités. Tour F7, mais ça y est, vous voyez, ça tombe. Hein. Ça y est, le fou F8 est attaqué. Alors, fou C5, bah, l'idée d'Anand du début, c'est-à-dire j'ai pris du pion C, certes, j'ai la case C5 pour le fou. Bon, pourquoi pas, mais on a vu quand même que l'autre variante avec A prend B était quand même meilleure. Hein, ça activait la tour et c'était pas la même. Et là, regardez, magnifique de Carsen qui craque pas, qui joue extrêmement précis. Tour prend C7. Vous voyez qu'on a ramassé tout. Vous voyez comme l'ouverture hein, du centre, l'abandon du centre par les noirs a permis aux blancs de s'engouffrer dans le camp adverse. Et maintenant, c'est eux qui sacrifient. Tour prend C7, c'est fini. Hein, regardez, le cavalier protège. On est obligé, enfin c'est fini, vous allez voir pourquoi. Tour prend, cavalier prend. Et là, les noirs ne peuvent pas reprendre le cavalier puisqu'il y a simplement tour C1 et ramassage sur la colonne C. Ces deux fous sont pris au piège par la tour C1. Donc c'est ça l'idée de Carsen. Il simplifie tout ici. Hein. Voilà. Notez, il aurait pu aussi jouer tour C1 tout de suite. Mais il n'y avait pas la même menace. Il n'y a pas la menace directe. Ben, c'était quand même intéressant. Hein. Tour C1, je sais pas qu'est-ce qui se passe sur tour C1. Tiens, on va jeter un coup d'œil. Il aurait même pu jouer ça. Tour C1. Là, c'est bon quand même. Hein, parce que là, que font les blancs? On peut jouer fou B6, peut-être. C'est ça l'idée. Fou B6, c'est pas tout à fait la même. Ouais, tout à fait. Fou B6, tiens. Donc voilà. Mais, donc la variante de Carsen est quand même très fort. Tour prend, cavalier prend. On peut pas reprendre le cavalier. Enfin, on peut, mais dans ce cas-là, on redonne la qualité. Et puis le pion passé, maintenant, est contrebalancé par le pion passé. Donc, en termes stricts de pion, les blancs même peuvent s'en créer un second ici. Vous voyez, c'est même mieux pour les blancs. Et en plus, on a la qualité. C'est un écrasement. Donc là, Anand tente quand même encore quelque chose. Il joue roi C6. Voilà, il ramène. Mais voyez comme le roi est parti, puis il est revenu. Il y était déjà. Vous voyez, l'autre variante, on n'avait pas besoin d'enlever le roi qui était déjà actif. C'est ralent hein, pour Anand ici. Là. Et là, Carsen joue très très bien. Regardez, joli coup. Cavalier B5. Magnifique. Tranquillement. On n'a pas peur de donner le pion A. On veut éliminer des pièces. On va faire jouer nos pions passés. Et la puissance de la tour passe face à une pièce mineure. Hein, c'est le thème de cette fin de partie. Alors ici, les noirs auraient pu tenter de faire d'abord un échec. Mais sans doute sur un échec, on serait venu ici sur fou D5 échec. Simplement, on serait venu en D3. Le pion E est passé. Et puis maintenant le cavalier n'est plus en prise. On voit pas trop comment ce pion pourrait avancer. Puisque dès qu'il va avancer, maintenant on va venir en C3 et on contrôle la case B1. Et c'est la puissance de la tour qui va parler. Donc là, Anand sur cavalier B5 bah, prend quand même. Parce qu'après A prend B5, roi prend. Bon, ben au moins il a deux pions passés liés. Donc une toute petite espoir quand même que si ces pions arrivent à bouger. Ben, deux pions quand même liés tout seul contre une tour ça gagne, mais il y a un pion passé blanc bien sûr et le roi blanc est pas si loin que ça. Donc E6 hein, bien sûr, à tout moment maintenant je menace E7
Bon, pas tout de suite, hein, parce qu'il y a maintenant il y aurait fou prend, mais après B3, il faut vite avancer les pions maintenant, hein, parce qu'il ne faut pas traîner. Les noirs jouent simplement ici, regardez, roi D3, tranquillement. Je vais bloquer ce pion, tout simplement. Maintenant, sur B2, roi C2, et c'est fini. Hein. On ne peut pas à la fois défendre ce pion et empêcher le pion d'avancer. A noter que la menace ici, c'est E7, suivi de dame avec échec en plus. Hein. Et ces deux pions n'arriveront pas parce que le roi blanc est trop proche. C'est-à-dire que même si le roi noir avance, on avance le roi blanc. Et si la tour arrive ici au fond, il y a des échecs. Le roi est obligé d'aller sur le côté. Le roi vient ici. La tour qui contrôle sur la colonne B, la case B1. Le roi aussi. Les noirs sont vissés. Ils ne peuvent plus bouger en fait. Voilà. Et donc ils seront obligés de donner des pions et on perd la partie. Donc il faut bloquer le pion. Et là, regardez, très joli de Carsen. H4. Voilà. H4. Bah, l'idée est simple. Hein. Celui-ci fou prend. Je joue E7. J'ai pas peur de fou prendre tour, puisqu'il y aurait dame échec, et en plus derrière j'ai la dame prend fou, et la dame va, avec le roi pas loin, en plus va très facilement arrêter ses pions, il n'y a pas de problème. Hein. Donc sur H4, c'est l'idée des blancs, elle est simple, hein, c'est G5. Je vais créer un deuxième pion passé. Vous voyez, et regardez comme cette tour est à la fois active, elle empêche le fou de bouger, et elle protège très bien la dernière rangée. Hein. Voilà. Un fou, c'est pas pareil, il peut contrôler qu'une case à la fois de promotion. Hein, que la case ici, par exemple, 7, il ne pourra pas contrôler G7 à la fois. Hein, ça sera dur. Même s'il vient F6, on joue E7 et fou prend G7. Voilà, il y a toujours un pion qui passe. Donc là, le problème, c'est que la tour, en plus, vous voyez que ces pions sont très loin et ils sont pas plus proches que les pions blancs en plus. Bon, A4 quand même, Anand tente son coup. Hein. G5, vous voyez, pas de problème. H prend, H prend. Alors maintenant, il faut envisager la variante fou prend. D'accord? On va quand même regarder ça pour la beauté du geste. Fou prend, qu'est-ce qui se passe? Bah, regardez, simplement, hein, on peut faire tour échec et le fou est ramassé. Voilà. Tour échec, le fou est ramassé. Mais après, vous direz, est-ce que ça gagne? Oui, ça gagne, bien sûr. Regardez, tour échec, roi B4, ça paraît naturel, bien sûr. On prend, simplement. Et sur B3, on peut jouer roi C2. Enfin, sur B2, on va le faire. Hein. B2, on joue simplement roi C2. Et sur A3... il n'y a pas de problème. Jamais on peut jouer à 2 puisqu'il y a roi prend. Donc c'est fini. Il suffit de jouer E7. Voilà, on peut rien faire en fait. On est coincé. On s'est auto-coincé. D'accord. Si les noirs avaient joué un autre coup ici comme roi A3, hein, on n'a pas de problème hein, puisqu'il suffit de jouer un coup comme tour B5. Là aussi. Voilà. C'est fini. On est obligé de jouer roi A2, tour prend en B2, échec. C'est mort. Vous voyez, c'est très facile. Hein. Donc ça, vous voyez, il suffit de créer des pions passés, vous voyez, comme il ne faut pas avoir peur hein, des mirages. H prend, là Anand joue encore A3, hein, pourquoi pas, A2, et puis il peut y avoir des petits trucs, parce que si on joue G6, là par exemple, imaginons qu'on joue G6, tiens, ça a l'air de marcher quand même. Hein. Ici G6, eh bien, imaginons que les noirs jouent, pardon, alors sur B2, simplement je joue roi C2, c'est fini. Roi C2. On peut regarder la variante hein, si vous voulez. B2, roi C2, contrôle B1. On ne peut pas jouer à 2 puisqu'il y aurait roi prend B2. Et maintenant, si on joue fou F6 pour protéger B2, d'accord, c'est possible. Alors on peut envisager simplement, je me demande tiens si roi B3 marche pas tout simplement. Ça a l'air pas mal roi B3. Roi B3, ouais, c'est très bien, tranquille. Le pion A3 est perdu. Comment on fait? Enfin, ou alors on joue fou E7, mais dans ce cas-là, c'est fini. On joue G7 derrière. Hein. Et vous voyez, ces pions ne peuvent plus bouger. C'est fini. S'ils bougent, ils sont pris de tous les côtés. Donc là, H prend G5. Il joue encore A3 Anand. Et après, roi C3. Abandon d'Anand. Hein, c'est fini. Le pion B3 est attaqué. Si les noirs jouent A2, ben on prend B3, puis après on prendra A2. Et si les noirs jouent B2 ici, eh bien on peut envisager le roi B3 comme on l'a vu, hein, c'est pas mal aussi, hein, roi B3. Voilà, c'est fini. Ces pions ne bougent plus et on ne peut plus arrêter les pions. Sur fou prend, il y a E7 et la menace blanche c'est G6. On sera obligé d'empêcher G7 puisque le fou il faut qu'il joue soit en F8 soit en... et puis dans ce cas là on joue E7. Voilà, donc c'est fini, le roi noir est trop loin, enfin il n'y a plus rien à espérer quoi. A noter que là même envisager une finale tour contre roi et fou était possible. Et là dans ce cas là c'est la fameuse position de Philidor. Alors, donc là je vous ramène et bien sûr au Philidor 2014 pour revoir comment Philidor expliquait la finale tour et fou qui peut gagner pour les blancs. Hein. C'est à dire que même si Anand avait réussi
à rentrer en finale roi et tour contre roi et fou, ben, il n'aurait pas fait nul facilement. On peut faire nul, mais il y a beaucoup de positions où on peut perdre aussi. Voilà, donc là, Carlsen remporte finalement, ici, Anand abandonne dans cette position, remporte cette 11e partie. Donc il a maintenant 2 points d'avance, donc le match est terminé, puisque même si Anand avait gagné la 12e, eh bien sûr c'est perdu. Il aurait perdu le match, donc on s'arrête ici, bien sûr. Carlsen donc garde son titre plutôt, il devient le champion du monde, le détenteur du titre, mais il l'avait déjà avant le match, donc il l'a toujours. Anand a fait quand même un magnifique match, sans doute bien meilleur que le premier, où il avait perdu son titre, et vraiment où on avait l'impression que Carlsen le surclassait. Là, ici, Carlsen a quand même magnifiquement joué ce match, on l'a vu, mais surtout, on a le sentiment que c'est Anand qui a raté des choses dans ce match, puisque dans la 6e, il aurait pu, Anand, on l'a vu, une gaffe qu'on a commentée dans la 7e, une gaffe de Carlsen aurait pu changer le résultat, et on voit même dans cette partie-là que Anand avait une belle position avec les noirs, une possibilité de prendre vraiment un avantage et d'arriver à mettre Carlsen sous pression avec une belle partie, et il aurait pu faire au moins nul ici et même peut-être envisager de gagner, et puis il y a une 12e partie derrière. Donc là on a l'impression qu'Anand a un peu brûlé ses vaisseaux, voilà, c'est un peu voilà, ça reste un goût d'inachevé ce match pour Anand. Et Carlsen quand même a bien saisi ses chances, et même s'il a fait quelques fautes, il a derrière été extrêmement rigoureux dans la conclusion suite aux erreurs d'Anand. Lui, il n'a pas laissé passer ses chances. Voilà, mais un match plus tendu que le premier. Anand a réussi sans doute aussi à prendre la mesure de Carlsen. Alors, est-ce que le prochain championnat du monde verra Anand encore une fois revenir? Attention, maintenant il y a des candidats derrière qui semble arriver de type Caruana. Caruana qui a fait, je vous rappelle, un 7-0 à Saint-Louis où Carlsen jouait. Un magnifique tournoi qui a l'air vraiment maintenant d'être un candidat sérieux au titre mondial. Est-ce que Anand va continuer et tenter de jouer encore une nouvelle finale et devenir un de ces champions du monde qui jouerait, dans ce cas-là, plusieurs finales derrière leur titre? Il n'y en a pas eu beaucoup, je crois qu'il n'y a eu que Karpov qui a comme ça joué plusieurs finales après avoir perdu son titre. Je crois qu'il n'y a eu que Karpov, non, il y a Botvinnik aussi qui a effectivement, il a récupéré son titre, il l'a rejoué. Et est-ce que Anand va rejoindre ces très très grands champions dans la série des grandes finales de championnat du monde? Il en a déjà joué beaucoup, puisqu'il avait aussi joué, il faut se rappeler qu'il avait joué une finale face à Kasparov lui-même, dans les années 90, Anand, un match extraordinaire aussi. Anand qui est un immense champion, qui est resté au top mondial pendant très longtemps, et qui est toujours au top mondial, puisqu'il est en finale du championnat du monde, on ne peut pas faire beaucoup mieux, à part être champion du monde soi-même, ce qu'il a déjà été en plus. Donc tout est encore possible pour Anand, malgré l'âge qui avance bien sûr, 45 ans désormais, mais qui démontre qu'il est encore en mesure de ravir le titre mondial. Il aurait pu, sur ce match, on l'a vu, il aurait pu, à quelques coups près, pourquoi pas égaliser, et pourquoi pas mettre Carlsen en difficulté. Mais finalement, c'est Carlsen qui représente maintenant le champion du monde, le titre de champion du monde, toujours, et qui dirige la planète échec actuellement, et qui maintenant attend d'un pied ferme ses futurs opposants avec des matchs extraordinaires à venir. Merci de m'avoir suivi sur Diagonale TV, merci d'avoir suivi Diagonale TV pour ce championnat du monde Carlsen Anand 2014. Je vous donne rendez-vous pour d'autres aventures dans d'autres tournois, dans d'autres événements sur Diagonale TV que vous pouvez consulter bien sûr sur internet, dans notre catalogue maintenant qui vous propose des centaines de vidéos. Voilà, merci, au revoir et à bientôt sur Diagonale TV.